Le berceau était assemblé. La peinture, d'un doux murmure blanc cassé, était enfin sèche. Mais Éléonore de Saint-Hubert, enceinte de 7 mois, s'était volatilisée. La seule trace de son existence résidait dans un petit mot scotché sur la porte immaculée de la chambre d'enfant. 4 phrases lapidaires qui allaient déclencher un véritable incendie destructeur. Je vous ai vu. Je sais ce que vous êtes. Ne me cherchez pas. Ce bébé mérite mieux. Lorsque son mari, Christophe de Saint-Hubert, lut ces mots, son premier réflexe ne fut pas d'appeler la police. Il contacta son avocat. Il ne ressentit aucun chagrin, seulement une panique froide, acérée, qui lui glaça le sang. Elle savait. Mais que savait-elle au juste? Et surtout, qui avait-elle vu? Pour n'importe quel observateur de la haute bourgeoisie, leur somptueux hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine était le symbole même de l'accomplissement absolu. Christophe incarnait le charisme et le dynamisme, il était le puissant PDG d'une start-up technologique florissante qui venait de décrocher de massifs contrats d'État. Éléonore, quant à elle, était une femme aussi brillante que magnifique, une ancienne experte comptable judiciaire qui avait sacrifié sa prestigieuse carrière pour soutenir l'ascension de son mari, et qui portait désormais leur premier enfant. Leur demeure, une merveille d'architecture mêlant le verre immaculé et la pierre de taille froide, témoignait de leur triomphe social. Mais Éléonore n'avait jamais réellement abandonné ses compétences d'enquêtrice. Elle les avait simplement redirigées. Depuis 6 mois, une angoisse sourde, froide et minuscule, grandissait dans son ventre au même rythme que son enfant. Cela avait commencé par des détails insignifiants. Les appels téléphoniques murmuraient que Christophe prenait sur le balcon en fer forgé de leur hôtel particulier, ses retours tardifs du bureau qui exhalaient un parfum capiteux, inconnu et atrocement cher. Pas son Chanel habituel, mais une fragrance plus lourde, plus musquée. C'était aussi la façon dont il tressaillait lorsqu'elle effleurait son téléphone, la manière dont son regard fuyait le sien lorsqu'elle l'interrogeait sur sa journée. Christophe, maître incontesté dans l'art de la manipulation psychologique, avait une parade pour tout. Les appels? Des négociations ultra-sensibles. Le parfum? Une réunion avec un client dans un fumoir à cigares parisien. Ses questions à elle? De la simple paranoïa dictée par les hormones. Éléonore, ma chérie, tu réfléchis trop, roucoulait-il en massant ses pieds gonflés. Toute cette pression, c'est pour toi, pour nous, pour le bébé. Mais Éléonore avait passé une décennie à traquer des fraudes à plusieurs millions d'euros. Elle connaissait par cœur les schémas comportementaux des menteurs. Elle reconnaissait l'odeur caractéristique d'une dissimulation. Ce mardi-là, ses soupçons se muèrent en une certitude physique et nauséabonde. Christophe avait prétendu s'envoler pour Genève pour des pourparlers de fusion de 24 heures, une urgence de toute dernière minute. Il avait embrassé son front de ses lèvres fraîches, lui intimant de se reposer pour le bien de l'enfant. Quelques heures plus tard, sa meilleure amie, Chloé, l'appela d'une voix enjouée. « Coucou. Je suis sur la rive gauche, je viens de prendre ce matcha latte ridicule que j'adore. Je viens de voir la voiture de Christophe, la Tesla noire, garée juste là. Je croyais qu'il était en Suisse. » Le sang d'Éléonore se glaça instantanément. La rive gauche n'était absolument pas sur le chemin de son bureau, ni de l'aéroport. C'était un quartier abritant des bistrots chics, discrets, réputés pour leurs alcôves privées où le tout Paris nouait et dénouait ses intrigues. Il a eu un changement de programme de dernière minute, parvint à articuler Éléonore, la voix tremblante. Il rencontre un investisseur local. J'avais oublié. Oh, d'accord. Tu veux que je te ramène une pâtisserie? Non, Chloé. Je dois y aller. Elle raccrocha, l'esprit en ébullition. Il avait menti. Un mensonge éhonté, facile à vérifier. Il devenait négligent. Ou alors, il n'en avait tout simplement plus rien à faire. Elle s'empara de ses clés, ignorant la voix raisonnable dans sa tête qui hurlait qu'une femme enceinte de 7 mois ne devrait pas conduire au bord de la crise de nerfs. Mais elle n'était pas hystérique. Elle était glaciale. Elle était une scientifique, et ceci n'était qu'une expérience. Elle devait simplement récolter les données par elle-même. Elle gara sa voiture de l'autre côté de la rue, face au bistrot chic, le cœur martelant ses côtes tel un marteau-piqueur. Elle n'eut pas à attendre longtemps. Il sortit, non pas accompagné d'un vieil investisseur grisonnant, mais d'elle. Elle était, en un mot, sculpturale. Grande, dotée de jambes interminables,
moulée dans une robe vert forêt qui épousait chaque courbe de son corps. Sa chevelure était une cascade d'un blond platine irréel, et elle riait, rejetant la tête en arrière, sa main posée sur le bras de Christophe dans un geste de possession à la fois intime et désinvolte. Christophe rayonnait. Il n'était plus le mari fatigué et stressé qu'il jouait à la maison. Il était l'homme vibrant et charmeur dont elle était tombée éperdument amoureuse autrefois. Il se pencha, lui murmura quelque chose, et la femme rit de plus belle. Éléonore reçut cette trahison comme un coup de poing dans le ventre, lui coupant le souffle. Elle observa, pétrifiée, Christophe remettre à la jeune femme une épaisse enveloppe Kraft. La femme la saisit, la glissant dans un porte-document en cuir d'une valeur inestimable. Cela ressemblait à une transaction, un pot de vin. Puis, la femme accomplit le geste qui fit voler en éclats l'ultime défense d'Éléonore. Elle se hissa sur la pointe des pieds, embrassa Christophe à pleine bouche, un baiser long et langoureux, avant de se diriger vers une rutilante Maserati argentée garée à 2 places de la Tesla de Christophe. Éléonore resta figée alors que les 2 véhicules s'éloignaient dans des directions opposées. Elle fixa l'espace vide qu'il venait de quitter, la vue brouillée par les larmes. Ce n'était plus une supposition. C'était un fait. Une femme. Un baiser. Une enveloppe. Elle conduisit jusqu'à l'hôtel particulier dans un état second, le monde basculant autour d'elle. Chaque promesse, chaque sourire partagé, chaque projet d'avenir lui apparaissait désormais comme l'accessoire d'une pièce de théâtre dont elle ignorait être l'actrice. Elle pénétra dans la demeure. Le silence y était assourdissant. Elle dépassa la vaste cuisine, traversa l'immense salon au parquet en point de Hongrie, et gravit le grand escalier. Elle s'arrêta devant la chambre du bébé. Les murs d'un blanc chuchoté, le mobile en bois sculpté à la main représentant des lunes et des étoiles, le petit berceau vide. Elle avait construit un nid. Il avait échafaudé un mensonge. Une détermination froide, impitoyable, s'abattit sur elle, remplaçant la douleur incandescente. Elle n'était pas la victime fragile et hormonale qu'il tentait de dépeindre. Elle était Éléonore de Saint-Hubert. Elle était experte comptable, et on venait tout juste de lui remettre sa toute première pièce à conviction. Elle ne pleura pas. Elle se mit au travail. Christophe de Saint-Hubert vérifia son reflet dans les miroirs fumés de l'ascenseur de son gratte-ciel. Il réajusta sa cravate sur mesure et passa une main dans ses cheveux impeccablement coiffés. Le dîner prolongé au bistrot s'était déroulé à la perfection. Les dernières tranches de capital étaient en cours de transfert. Encore une semaine, 2 tout au plus, et il serait intouchable. Son téléphone vibra. Un message s'afficha sur l'écran. Le colis a été livré. Le sujet a confirmé la réception. À vous de jouer. Christophe sourit. Il s'occuperait de cela plus tard. D'abord, il devait jouer le rôle du mari de retour de voyage. Il avait déjà envoyé un message à Éléonore prétextant un vol retardé, accompagné de fausses excuses mielleuses. Il allait acheter des fleurs, lui masser les pieds et l'écouter se plaindre de son mal de dos. Cette simple pensée le fit soupirer d'ennui. Elle était devenue si maternelle, si insipide. Il franchit le seuil de son hôtel particulier. « Éléonore, je suis rentré. » Le silence lui répondit. Un silence absolu. Pas seulement un calme plat, mais un vide lourd et oppressant. Aucune télévision allumée, aucune musique, aucun bruit de pas dans la chambre d'enfant. Éléonore, aplatait-il à nouveau, une pointe d'agacement pointant dans sa voix, sans aucune inquiétude. La cuisine était plongée dans l'obscurité. Une unique tasse de thé reposait sur le marbre de l'îlot central, froide. Il arpenta le rez-de-chaussée. Rien. Il monta les escaliers, l'épais tapis de laine étouffant le bruit de ses mocassins. Ce n'est pas drôle, Éléonore. Mon vol a été un enfer. Il vérifia leur chambre de maître. Vide. La salle de bain attenante en marbre. Vide. Un étrange frisson lui parcourut la nuque. Il s'avança dans le couloir vers la seule pièce où elle passait désormais le plus clair de son temps. La porte de la chambre d'enfant était légèrement entr'ouverte. Il la poussa. La pièce était immaculée. Les murs blancs semblaient luire dans la pénombre. Tout était à sa place, à l'exception de sa femme et de l'unique enveloppe blanche scotchée sur le devant du berceau. L'inscription reprenait son écriture soignée et précise, « Christophe ». Il la déchira. Ce n'était pas une lettre. C'était un avertissement. « Je vous ai vu.
Je sais ce que vous êtes. Ne me cherchez pas. Ce bébé mérite mieux. Christophe le lut une fois, 2 fois. À la 3e lecture, son sang se figea, mais pas pour les raisons que l'on pourrait croire. Il n'avait pas le cœur brisé. Il n'était même pas triste. Il était instantanément et profondément terrorisé. Je vous ai vu. Elle l'avait vu. Où? Au bistrot rive gauche? Ce devait être là. Je sais ce que vous êtes. Ce qu'il était? Un mari infidèle? Un menteur? Ou autre chose? L'ambiguïté de la phrase, associée au vouvoiement glacial qu'elle employait, marquait une rupture cataclysmique. Ne me cherchez pas. C'était la partie qui réveilla son instinct de requin de la finance. Ce n'était pas une supplique. C'était un ordre, une menace. Ce bébé mérite mieux. Il froissa le papier dans son poing. Son premier réflexe fut d'appeler Nathalie, sa partenaire en toute chose, mais il s'arrêta net. Si Éléonore l'avait vu, l'avait-elle vu avec Nathalie? Non, il voyait toujours Nathalie au bureau. Le bistrot. C'était. Il sortit son téléphone et composa un numéro. Oui. Une voix féminine et glaciale répondit. Sérafina, c'est Christophe. Nous avons un problème. Elle a disparu. Disparu? Volatilisé. Elle a laissé un mot. Elle a écrit, je vous ai vu. Vous a-t-elle vu aujourd'hui au bistrot? Un lourd silence s'installa. Impossible. L'alcôve était privée. J'ai été méticuleuse. Quelqu'un a vu ma voiture, siffla Christophe. Elle sait. Elle a tout compris. Ça change tout. Le calendrier est bousculé. Avez-vous récupéré le colis? Demanda Sérafina, la voix purement professionnelle. Oui, je l'ai. Mais il ne sert à rien si elle est allée voir la police. Elle ne l'a pas fait, trancha Sérafina avec une certitude absolue. Une femme du rang de votre épouse, laissant un tel mot avec un tel vouvoiement de mépris. Elle fuit, elle ne parle pas. Pas encore. Appelez votre avocat. Attendez 24 heures, puis appelez la police. Jouez le jeu, Christophe. Vous êtes le mari éploré. Tenez-vous en haut plan. L'appel prit fin. Christophe s'effondra sur le petit fauteuil à bascule de la chambre d'enfant, la tête entre les mains. Il défroissa le mot. Il devait jouer cette partition à la perfection. Il devait être la victime. Il passa les 2 heures suivantes à construire méticuleusement, froidement, son alibi. Il appela le téléphone d'Éléonore, laissant une série de messages vocaux de plus en plus frénétiques. « Ma chérie, où es-tu? Je suis rentré. Je commence à m'inquiéter. Éléonore, s'il te plaît, appelle-moi. Je panique. » Il envoya un message à Chloé. « Salut Chloé, as-tu des nouvelles d'Éléonore? Elle n'était pas là quand je suis rentré et elle ne répond pas. Elle s'est sûrement endormie chez sa mère, mais je préfère vérifier. » Puis, il appela son avocat, maître Arthur Valmont, une sommité parisienne spécialisée dans la gestion de crises des grandes fortunes. « Arthur, dit-il, la voix étranglée par une panique fabriquée de toutes pièces. Ma femme. Elle a disparu. » Le lendemain matin, exactement 24 heures après l'heure officielle de sa disparition, Christophe composa le 17 pour signaler la disparition de sa femme enceinte de 7 mois. Le commissaire Bernard Corbin faisait ce métier depuis 40 ans. Il avait tout vu, et il détestait viscéralement les affaires familiales, particulièrement celles de la grande bourgeoisie de Neuilly. Elles étaient toujours sordides, et les maris étaient toujours un peu trop lisses. Christophe de Saint-Hubert était beaucoup trop lisse. Corbin se tenait au milieu du salon immaculé, sirotant un café rassis dans son thermos usé. Christophe était affalé sur le canapé, la tête entre les mains, mais son costume sur mesure à 5 000 € n'avait pas un seul pli. Ses yeux étaient rougis, mais Corbin savait comment simuler cela, il suffisait de se frotter les yeux avec assez de force. « Monsieur de Saint-Hubert » grogna Corbin de sa voix rocailleuse. « Reprenons depuis le début. Vous êtes rentré de votre voyage d'affaires à 20 heures. Vous avez trouvé ce mot. » Il brandit le bout de papier, désormais glissé dans un sac à scellés. « Et vous avez attendu 24 heures avant de nous appeler. Pourquoi? » Mon avocat. Maître Valmont, balbutia Christophe.
Il a dit. Il a dit que puisqu'elle avait laissé un mot, ce n'était pas une disparition inquiétante. Elle s'absentait volontairement. Il a dit qu'elle était enceinte, sous le coup des hormones, et qu'elle était probablement dans un spa ou chez sa mère. Et qu'appeler la police ne ferait que créer un scandale inutile. Mais je ne pouvais plus attendre. Ma femme enceinte a disparu. Les yeux de Corbin se plissèrent. Valmont. Évidemment, ce requin. Les hormones, répéta Corbin, la voix atone. C'est cela, oui. La lourde porte d'entrée s'ouvrit à la volée et une femme fit irruption, le visage pâle et marbré de larmes. Où est-elle, Christophe? Qu'est-ce que tu lui as fait? C'était Chloé, la meilleure amie d'Éléonore. Elle bouscula un officier en uniforme et se planta à quelques centimètres du visage de Christophe, son doigt pointé sur sa poitrine. Chloé, je t'en prie, murmura Christophe, reprenant son masque de deuil. Ne me dis pas je t'en prie, espèce de monstre, hurla-t-elle. Elle m'a appelé. Elle était terrifiée par toi. Elle savait. Elle savait que tu la trompais. L'air de la pièce devint lourd. Corbin dévisagea Christophe. Est-ce exact, monsieur de Saint-Hubert? Trompiez-vous votre épouse enceinte? Non, répondit Christophe un peu trop vite. C'est absurde. Éléonore n'était. Elle n'était plus elle-même. Les hormones, la grossesse. Elle était devenue paranoïaque. Elle m'accusait depuis des mois. Elle n'était pas paranoïaque, hurla Chloé, les larmes coulant sur ses joues. Elle était experte comptable judiciaire. Elle voyait les schémas, et elle a vu clair dans ton jeu. Menteur. Elle m'a dit qu'elle allait te quitter. Elle attendait juste que le bébé naisse. Chloé, tu n'aides pas à la retrouver, siffla Christophe, la voix soudain glaciale. Le masque se fissurait. Oh, je ne t'aide pas, Théoï, cracha Chloé. Je l'aide, elle, commissaire. Elle se tourna vers Corbin, les yeux foudroyants. Vérifier ses alibis. Vérifier son téléphone. Il lui ment depuis 1 an. Et vérifier sa sœur, Nathalie de Valois. Sa directrice financière. Ces deux-là. Ils sont beaucoup trop proches. Éléonore détestait ça. Christophe bondit sur ses pieds. Ça suffit. Nathalie est sa propre sœur. Tu es en deuil, Chloé, mais je ne te permettrai pas de me diffamer, ni moi, ni sa famille. Te diffamer? Chloé laissa échapper un rire sardonique. C'est toi qui t'es envolé pour les îles Caïmans le mois dernier avec elle. Comment avais-tu appelé ça? Du team building? Éléonore a vu les billets. Corbin s'interposa entre eux. Madame, merci. Nous allons vérifier tout cela. Il se tourna vers Christophe. Monsieur de Saint-Hubert. Il me faut une liste des fréquentations de votre épouse, et je vais avoir besoin de votre téléphone et de vos ordinateurs. Absolument tous. Le visage de Christophe blêmit. Le mari lisse et endeuillé avait disparu. À sa place se tenait un animal traqué. Vous n'en avez pas le droit. Mon avocat. Votre avocat peut parler à mon préfet. À l'heure actuelle, votre femme est une personne disparue à haut risque. La viabilité de cet enfant est en jeu. Je ne suis pas d'humeur à jouer. Donnez-moi ce téléphone. Alors que Christophe remettait à contre-cœur son iPhone, Chloé agrippa le bras de Corbin. Commissaire, murmura-t-elle d'une voix basse et pressante. Éléonore était intelligente. Plus intelligente que lui. Si elle est partie, elle l'a fait pour une raison précise. Elle ne se serait jamais volatilisée ainsi. Il a fait quelque chose. Corbin hocha la tête. Je commence à vous croire, madame. Il quitta l'hôtel particulier, téléphone en main. Les vautours de la presse s'agglutinaient déjà devant les grilles de la propriété. Cela allait devenir un cirque médiatique. Mais en se retournant vers la demeure, observant Christophe à la fenêtre, le visage déformé par la fureur, Corbin eut une intuition fulgurante. Ce n'était pas une enquête pour disparition. C'était le prélude d'un homicide. Les chaînes d'information en continu tournaient en boucle, une femme de la haute société, enceinte, disparaît mystérieusement. Le mari redoute un acte criminel. Une femme, vêtue d'un simple pull à capuche gris, observait le reportage sur un petit écran de télévision, le visage impénétrable.
Elle but une gorgée de tisane et coupa le son. La pièce était spartiate, un lit, une commode, une petite kitchenette. Il s'agissait d'une location longue durée dans une bastide isolée du Luberon, en Provence, une forteresse de pierre discrète, conçue pour les personnes nécessitant une protection rapprochée ou fuyant des situations extrêmes. Éléonore de Saint-Hubert, qui n'était absolument pas portée disparue, posa une main protectrice sur son ventre rond. « Tout va bien, mon petit amour, murmura-t-elle. Maman travaille. » La porte s'ouvrit et une femme fit son entrée. C'était la sublime créature du bistrot rive gauche. « Vous faites la une de tous les journaux, » déclara la femme en sortant un ordinateur portable de son luxueux porte-documents. « Parfait, » répondit Éléonore. « Est-ce qu'il panique ? » Paniquer est un euphémisme, rétorqua la femme. Il s'agissait de Séraphina Vance. Ni une maîtresse, ni un nom de code mystérieux. Elle était la détective privée la plus redoutable et la plus réputée de la capitale. Il m'a appelé, vous savez, continua Séraphina en installant son ordinateur. Juste après avoir trouvé votre mot. Il est convaincu que je suis sa maîtresse, celle que vous avez vue. Vous avez parfaitement joué votre rôle, admit Éléonore, un petit sourire glacial aux lèvres. Ce baiser était d'un grand réalisme. C'est le côté sombre du métier, haussa les épaules Séraphina, sans sourire. Mais ça m'a permis de l'approcher de très près. Il est d'une arrogance folle. Il m'a engagé il y a 3 mois. Devinez pourquoi. Pour prouver que j'étais infidèle, répondit Éléonore d'une voix atone. En plein dans le mille. Il voulait monter un dossier solide pour contourner le régime de la séparation de biens en invoquant le divorce pour faute grave. L'ironie est si cruelle que j'en ai presque la nausée. Il me verse une fortune pour fouiller dans vos poubelles alors que lui. Alors que lui, quoi, trancha Éléonore, le regard perçant. C'était là le véritable nœud de l'affaire, l'histoire cachée sous les dorures. Éléonore n'avait pas seulement soupçonné une liaison amoureuse. Elle savait. Elle avait placé un traceur GPS sous sa voiture des mois auparavant. Elle avait épluché les relevés masqués provenant de la Fidelity Trust International, une banque offshore aux Caïmans. Elle savait qu'il siphonnait des fonds, leur argent personnel et celui des contrats d'État de l'entreprise. La prétendue liaison n'était qu'un écran de fumée. Le véritable crime était le détournement de fonds à grande échelle. Mais elle ne pouvait pas s'adresser à la police. Christophe était l'enfant chéri de la République. Il l'aurait fait passer pour l'épouse enceinte et hystérique, inapte au discernement. Elle devait obtenir des preuves. Des preuves irréfutables, dures comme le diamant. Mais il l'avait évincée de leurs finances, il l'avait éloignée de la société. Puis, un miracle s'était produit. En fouillant son historique de navigation, il négligeait souvent d'effacer ses traces, elle avait vu ses recherches sur le cabinet de Séraphina Vance. Éléonore avait mené ses propres investigations. Séraphina Vance, la crème de la crème. Éléonore avait alors tenté le plus grand coup de poker de sa vie. Elle s'était rendue dans les bureaux feutrés de Séraphina avant même que Christophe ne la contacte. « Il va vous engager », avait déclaré Éléonore, assise face à la détective à l'élégance intimidante. « Il va vous demander d'enquêter sur moi pour infidélité. » Séraphina avait soulevé un sourcil parfaitement dessiné. « Et je veux que vous acceptiez cette affaire », avait poursuivi Éléonore. Prenez son argent. Et pendant que vous ferez semblant d'enquêter sur moi, je veux que vous soyez mon agent infiltré. Je veux que vous enquêtiez sur lui. C'est un conflit d'intérêts majeur, Madame de Saint-Hubert. C'est une convergence d'intérêts, l'avait corrigé Éléonore. Je vous paierai le double de ses honoraires. Il me trompe, mais ça m'est bien égal. C'est un criminel. Il détourne l'argent de sa propre société, et je suis convaincu que ces frasques amoureuses ne sont qu'une couverture. Et avec qui a-t-il cette liaison, avait demandé Séraphina. La voix d'Éléonore s'était brisée pour la toute première fois. Ma propre sœur. Nathalie de Valois, sa directrice financière. La trahison était si profonde, si abyssale, qu'elle l'avait presque détruite. Mais Éléonore avait transmuté cette douleur en une rage froide et inébranlable. Séraphina, qui en avait vu d'autres dans les bas-fonds de la haute société, avait accepté le contrat. C'est hautement irrégulier, avait-elle murmuré. J'adore ça. Ainsi, Séraphina avait tenu son rôle. Elle avait laissé Christophe la recruter.
Elle lui avait fourni des rapports d'une banalité affligeante sur les cours de yoga prénatal d'Éléonore et ses déjeuners avec Chloé. Pendant ce temps, elle utilisait l'accès privilégié que Christophe lui octroyait pour devenir les yeux et les oreilles d'Éléonore. Le rendez-vous au bistrot n'était pas un tête-à-tête romantique. C'était la remise finale des documents. Il est persuadé que je suis son allié, reprit Sérafina dans la Bastide. Il croit que l'enveloppe que je lui ai remise, soi-disant la preuve de votre infidélité, était la seule qui comptait. Il n'a aucune idée de ce qu'il m'a donné en retour. Elle tapota l'épaisse enveloppe Kraft que Christophe lui avait tendue sur la terrasse. Alors, que vous a-t-il donné, demanda Éléonore. Il est bien plus stupide que je ne l'imaginais, sourit Sérafina. Il me prend pour une simple détective en tailleur. Il ignore que ma véritable spécialité, c'est l'investigation numérique et financière. Il m'a demandé de sécuriser des fichiers pour lui. Me prenant pour sa complice aveugle. Il m'a confié un disque dur. Un disque dur qui contient l'intégralité du grand livre comptable offshore de la Fidelity Trust. Chaque virement, chaque date, et cerise sur le gâteau. Le sourire de Sérafina se fit carnassier. Il contient la signature de sa complice, celle qui l'aide à blanchir les fonds depuis l'intérieur même de sa boîte. Éléonore retint son souffle. Ma sœur. Nathalie de Valois. Signé et daté sur chaque ordre de virement. Éléonore laissa échapper l'air qu'elle bloquait dans ses poumons depuis 1 an. Il est fini. Ils sont finis tous les deux, corrigea Sérafina. Votre mot était un coup de génie absolu. Il l'a poussé dans une spirale d'angoisse. Il est obnubilé par son adultère et sa femme disparue, exactement comme vous l'aviez anticipé. Il ne pense même pas à l'argent. Éléonore se leva et se dirigea vers la petite fenêtre, contemplant les champs de lavande au loin. Il m'a pris ma carrière, ma maison, ma famille. Il ne va pas seulement aller en prison. Je vais absolument tout lui arracher. Quelle est la prochaine étape, demanda Sérafina. Maintenant, on fait fuiter l'information. Mais pas à la police. Pas encore. Le commissaire Corbin est un fin limier, mais il cherche un cadavre. Je ne suis pas un cadavre. Je suis un prédateur. Il est temps de prévenir les autres prédateurs. Éléonore se retourna, son visage taillé dans le marbre. Envoyez le dossier complet, de manière anonyme, à l'autorité des marchés financiers et au pôle financier de la Cour d'appel de Paris. L'enquête des autorités financières avança avec une rapidité foudroyante. Un lanceur d'alerte anonyme avait déposé une mine d'or de données chirurgicalement organisée sur le bureau du procureur financier. En moins de 48 heures, un gel total et discret fut ordonné sur l'ensemble des avoirs de la start-up de Christophe et des comptes de la Fidelity Trust. Christophe de Saint-Hubert l'apprit lorsque sa carte American Express Centurion fut refusée à une vulgaire station-service. Son monde s'effondrait. La police bourdonnait autour de lui sans relâche. Le commissaire Corbin fouinait dans sa demeure, dans ses bureaux, interrogeant le personnel. Les journalistes campaient sur les trottoirs de Neuilly, diffusant son visage de veuf éploré à la France entière. Et cette peste de Chloé monopolisait les plateaux télé pour décrire en détail le manipulateur toxique qu'il était. Mais ça, c'était d'une toute autre ampleur. Assis dans sa Tesla, le message, paiement refusé, lui brûlant les rétines, il tenta sa carte personnelle. Refusé. Il appela le directeur de son agence. Monsieur, une saisie conservatoire a été ordonnée sur vos comptes dans le cadre d'une enquête fédérale du pôle financier. Une enquête? Quelle enquête? La ligne fut coupée. Il écrasa l'accélérateur, ne se dirigeant pas vers Neuilly, mais vers son siège social. Il bouscula son assistante et fit irruption dans le seul bureau qu'il évitait jusqu'alors. Nathalie de Valois, sa directrice financière et belle-sœur, leva les yeux, le visage exsangue. Christophe, qu'est-ce que... Ils savent, siffla-t-il en verrouillant la porte. L'argent. Tout est gelé. L'autorité des marchés financiers. Quelqu'un a parlé. Le flegme glacial de Nathalie se fissura. Quelqu'un? C'est impossible. Il n'y a que toi et moi. Est-ce qu'Éléonore savait? Christophe se retourna violemment contre elle. Lui as-tu déjà parlé des transferts? Bien sûr que non, cria Nathalie, gagnée par la panique. Je la hais. Pourquoi serais-je allé lui dire que j'aidais son propre mari à la ruiner? Je couvre nos traces depuis 1 an. Eh bien,
tu as raté quelque chose, hurla Christophe. Elle n'est pas seulement portée disparue. C'est elle qui orchestre ça. Ce mot. Je sais ce que vous êtes. Elle ne voulait pas dire un infidèle, Nathalie. Elle voulait dire un criminel. La réalisation les frappa de plein fouet au même instant. Ce n'était pas un drame passionnel. C'était un assassinat corporatif. Le disque dur, murmura Nathalie, les yeux écarquillés par la terreur. Celui que tu as donné à cette détective. Cette blonde. Séraphine avance, gronda Christophe. Elle m'a trahi. Éléonore a dû l'approcher la première. C'était un agent double. Oh mon Dieu, Christophe. Nathalie se mit à hyperventiler. Mon nom. Mon nom figure sur chaque document. Calme-toi, aboya Théil. Ce n'est pas fini. Les comptes parisiens sont gelés, mais le serveur principal, celui des Caïmans, est toujours actif. Si on parvient à s'y connecter, on peut déclencher un transfert de la dernière chance vers un compte propre à Macao. C'est un protocole d'urgence. Ça effacera intégralement les serveurs de la Fidelity Trust. Mais nous ne pouvons pas y accéder d'ici, paniqua Nathalie. Les protocoles de sécurité. Ils exigent la clé de cryptage physique. La clé? Les yeux de Christophe s'illuminèrent. La clé n'est pas ici. Elle est dans le seul endroit où personne n'irait jamais chercher. Où ça? L'endroit qu'elle construit depuis 1 an. L'endroit qu'elle croyait être son refuge. Il s'élança hors du bureau. La chambre d'enfant. Elle est dans la chambre du bébé. Il s'était cru si génial. Lorsqu'Éléonore avait exigé l'installation d'un purificateur d'air de pointe pour la chambre du bébé, il avait accepté avec le sourire. Il avait fait l'acquisition de l'Everest Pure Air 5000, le modèle le plus cher du marché. Ce qu'Éléonore ignorait, c'est qu'il l'avait vidé de son mécanisme intérieur. Derrière le filtre se cachait un coffre-fort miniature de haute sécurité. Et à l'intérieur de ce coffre reposait la clé USB physique renfermant les codes de cryptage de tout son empire offshore. L'unique copie existante. Il avait trouvé cela poétique, le nid de sa femme était bâti autour de son secret le plus noir. Pendant ce temps, le commissaire Corbin bouillait de frustration. Il était certain à 99% que Christophe de Saint-Hubert était un meurtrier, mais il n'avait pas de corps. Il avait le téléphone d'Éléonore, qu'elle avait abandonné derrière elle, une tactique classique de fuite. Il avait le téléphone de Christophe, qui était d'une propreté immaculée. Cet homme utilisait clairement des téléphones jetables. Il passait Chloé sur le grill pour la 3e fois. Je vous le répète, insistait Chloé. Éléonore n'est pas une victime. Pas comme vous l'entendez. Elle ne s'enfuirait jamais comme ça. Elle se battrait. Elle est experte comptable judiciaire. Elle constituerait un dossier. Un dossier pourquoi, soupira Corbin. Pour le divorce? Pour prendre absolument tout, affirma Chloé. Sa sœur, Nathalie. Commencez par là. Je vous assure qu'elle est la clé. Éléonore m'a toujours dit que Nathalie était rongée par la jalousie depuis l'enfance. Elle ferait n'importe quoi pour lui voler sa vie. Le téléphone de Corbin sonna. C'était l'unité de cybercriminalité. Commissaire, annonça la voix du technicien. Vous aviez vu juste. Le téléphone du mari ne donnait rien, mais on a sondé le réseau domestique de la propriété comme vous l'aviez demandé. Le routeur Wi-Fi. Quelqu'un, et ce n'est pas monsieur de Saint-Hubert. C'est connecté au panneau d'administration depuis l'intérieur de la maison il y a 2 jours. Ils y ont greffé un renifleur de paquets. En français, ça veut dire quoi? Demanda Corbin en se redressant. Ça veut dire qu'ils espionnent la totalité de son trafic Internet. Chaque touche pressée, chaque site visité. Et ce mouchard redirigeait toutes ces données vers une adresse IP sécurisée et distante. Quelqu'un l'espionne depuis le début. Corbin jeta un regard à Chloé. Elle ne fuit pas, elle chasse. Le technicien reprit, et cette adresse IP vient de déclencher une alerte automatique chez nous. Elle est en train de transférer un nouveau paquet de données à la seconde même. Le sujet, Christophe de Saint-Hubert, se trouve actuellement à son domicile et tente d'accéder.
Laissez-moi vérifier. À un serveur crypté basé aux îles Caïmans. Corbin bondit sur ses pieds. Il est chez lui. Il détruit les preuves. Envoyez-moi 2 véhicules d'intervention. Immédiatement. Christophe et Nathalie s'engouffrèrent dans l'hôtel particulier. Les journalistes massés devant les grilles s'écartèrent en hurlant tandis que la Tesla déchira l'allée de gravier, talonnée par la berline de Nathalie. Ignore-les, hurla Christophe en poussant la lourde porte en chêne. Ils dévalèrent les escaliers jusqu'à la chambre d'enfant. La pièce était exactement comme il l'avait laissée. Calme, paisible, en attente. Le purificateur, dit-il en se ruant vers le monolithe blanc high-tech dans le coin. Christophe, la police, s'écria Nathalie en jetant un œil nerveux par la fenêtre. Une voiture banalisée vient de se garer. Ce sont sûrement des journalistes. Viens ici et surveille la porte. Christophe écarta le purificateur du mur. Il fit sauter un panneau dissimulé, contourna le filtre et accéda au coffre-fort numérique. Il composa le code. Un clic métallique retentit. À l'intérieur, reposant sur un écrin de velours noir, se trouvait la fine et élégante clé USB. Je l'ai, souffla-t-il. Dieu merci, soupira Nathalie, le visage inondé de soulagement. Vite, mon ordinateur, dans le bureau. Ils coururent jusqu'au bureau lambrissé, le centre névralgique de ses opérations. Il claqua la porte, s'installa au bureau en acajou et inséra la clé. Nathalie se tenait au-dessus de son épaule, se tordant les mains d'angoisse. Ok, dit-il, les doigts volant sur le clavier. J'y suis. Accès au serveur Fidelity. Contournement du gel de la AMF. Routage vers la plateforme de Macao. Une cascade de fenêtres de code défila sur l'écran. Allez. Allez. Ça marche, murmura Nathalie. La barre de transfert avance. Plus que quelques secondes, s'exclama Christophe, un sourire de triomphe débarrant son visage. Tout part. Absolument tout. Ils n'auront rien. Elle n'aura rien. Bip. Bip. Une nouvelle fenêtre surgit au milieu de l'écran. Elle était rouge sang. Accès refusé. Intégrité des fichiers compromise. Verrouillage du système initié. Quoi, hurla Christophe. C'est quoi ce bordel? Il tenta de fermer la fenêtre. Impossible. Il tira violemment sur la clé USB. Le système refusait de l'éjecter. Un nouveau fichier apparut sur le bureau. Un fichier vidéo. Intitulé « Un message pour Christophe ». Ne clique pas, hurla Nathalie. Mais il l'avait déjà fait. L'écran grésilla et un visage apparut. C'était Éléonore. Elle ne se trouvait pas dans une cave sombre et humide. Elle n'était pas dans un spa luxueux. Elle était dans une pièce épurée, inondée de lumière. Elle semblait radieuse. Elle exsudait la puissance. « Bonjour, Christophe » résonna sa voix, claire et tranchante comme du cristal. « Bonjour, Nathalie. Surpris de vous voir ensemble ? Moi, je ne le suis pas. » Nathalie laissa échapper un couinement de terreur absolue. « Vous vous demandez sûrement ce qui se passe » poursuivit Éléonore sur le ton d'une conversation mondaine. « Vous voyez, Christophe, le vouvoiement s'impose désormais. Vous m'avez appris énormément de choses sur la sécurité informatique. Pendant que vous étiez occupé à bâtir votre empire de mensonges, je ne faisais qu'étudier. » La vidéo se scinda en deux. D'un côté, Éléonore. De l'autre, une retransmission en direct d'eux-mêmes, figée dans le bureau à la seconde même. Une minuscule webcam, habilement dissimulée dans le moniteur, les fixait. Cette clé USB, déclara Éléonore, était un leurre. Un leurre extrêmement onéreux et terriblement évident. Je l'ai échangée il y a 3 jours. La vraie clé est en sécurité avec moi. Celle que vous venez de brancher. C'est un petit cadeau fabriqué par mes soins. On appelle ça un pot de miel. Ou dans votre cas, un piège à rat. Christophe martelait le clavier de son ordinateur en vain. Il était totalement paralysé. Au moment où vous avez inséré cette clé,
résonna la voix d'Éléonore dans la vaste pièce, elle ne s'est pas contentée de vous bloquer l'accès. Elle a exécuté 3 commandes précises. 1. Elle a activé un enregistreur de frappe et un renifleur qui ont capturé le moindre de vos mouvements, y compris les adresses IP et les codes d'accès de votre compte secret à Macao. 2. Elle a lancé un téléchargement massif de données et non un transfert vers Macao. Chaque dossier, chaque registre, chaque compte occulte des Caïmans a été envoyé directement à l'autorité des marchés financiers, au pôle financier du palais de justice, juste pour le plaisir, au fisc français. Éléonore se pencha vers la caméra, son regard transperçant le leur. Et 3. Elle a envoyé votre position exacte en temps réel, accompagnée d'une copie de l'ensemble de votre organisation criminelle, à mon nouvel ami, le commissaire Bernard Corbin. Comme pour illustrer ses propos, le fracas d'un bélier défonçant la porte d'entrée de l'hôtel particulier retentit. Police nationale. Nous avons un mandat. Main en l'air. Nathalie poussa un hurlement déchirant, un cri animal. Christophe, lui, resta pétrifié, le regard vide, fixé sur le visage de son épouse à l'écran. Vous voyez, Christophe, murmura Éléonore, la voix se muant en un souffle glacial. Vous aviez raison. Ce bébé mérite bien mieux. Et moi aussi. Je ne vous ai pas vu avec votre maîtresse. Je vous ai vu avec ma détective privée. Je ne me demandais pas ce que vous étiez. Je savais ce que vous étiez. Et ce mot. Ce n'était pas des adieux. Un sourire en coin effleura ses lèvres. C'étaient des aveux. Les vôtres? L'écran devint noir. La porte du bureau vola en éclats et le commissaire Corbin apparut, arme au poing. Christophe de Saint-Hubert. Nathalie de Valois. Vous êtes en état d'arrestation pour fraude, détournement de fonds publics et association de malfaiteurs. Tandis qu'on lui passait les menottes, Christophe fixa l'écran noir de son ordinateur. Son empire absolu, sa vie entière, réduit à un miroir d'obsidienne. Il avait été si occupé à surveiller ses arrières qu'il n'avait jamais réalisé que la seule personne qu'il aurait dû redouter était la femme enceinte qui dormait à ses côtés. Les 6 mois qui suivirent les arrestations ne furent pas une période de repos, mais une guerre juridique méticuleuse et impitoyable. Éléonore, qui avait donné naissance à une magnifique petite fille prénommée Lily, ne se retira pas dans la douceur de la maternité. Elle prépara l'assaut. Elle appliqua la même intensité froide et méthodique qui lui avait permis de traquer les crimes de son mari à la constitution du dossier d'accusation. Elle était, selon les mots du procureur de la République, l'intégralité du réquisitoire enveloppé dans un châle en cachemire. Le procès aux assises de Christophe et Nathalie devint le spectacle incontournable de l'année à Paris. La presse, qui avait jadis fait d'Éléonore une martyre évanescente, luttait désormais pour la dépeindre comme un génie calculateur et une justicière de la finance. Il n'avait pas tout à fait tort. La cour d'appel était un écrin de boiserie solennelle, bondé à craquer. D'un côté, Christophe, amaigri, le visage déformé par une rage sourde et indignée. Ses costumes sur mesure avaient été remplacés par des vestons de prêt-à-porter mal ajustés, une tentative pathétique de paraître humble devant les jurés. À ses côtés, Nathalie n'était plus qu'un spectre. Son brushing platine avait laissé place à de tristes racines sombres. Elle fixait ses mains croisées, pleurant silencieusement, incapable d'affronter le regard de sa sœur, assise, majestueuse et sereine, sur le banc des parties civiles. La cour appelle Madame Éléonore de Saint-Hubert à la barre. Éléonore passa devant le banc de la défense, la démarche assurée, le regard droit. Elle n'accorda pas un regard à Christophe. Elle ignora Nathalie. Elle en avait assez vu. Elle prêta serment et regarda les jurés, des citoyens ordinaires qui s'apprêtaient à sceller le destin de ses bourreaux. Madame, commença le substitut du procureur, pourriez-vous expliquer à la cour, avec vos propres mots, ce que vous avez entrepris après avoir soupçonné l'infidélité de votre époux? Maître Arthur Valmont, le ténor du barreau engagé par Christophe à prix d'or, bondit de sa chaise. Objection. Pertinence. Nous ne sommes pas ici pour régler un divorce basé sur le code civil. Rejeté, trancha le président du tribunal. Cela éclaire les motivations et la chronologie des faits. Poursuivez,
Madame. La voix d'Éléonore s'éleva, limpide, dénuée de tout le mélodrame dont la salle était friande. Je n'étais pas une épouse soupçonnant une passade. J'étais une experte comptable judiciaire ayant détecté un faisceau d'anomalies financières criantes. L'adultère présumé n'était, en réalité, que le symptôme d'une criminalité systémique à bien plus grande échelle. C'était une diversion. Elle passa les 4 heures suivantes à décortiquer les données devant le jury. Elle ne parla ni de cœur brisé ni de trahison. Elle parla de virements SWIFT, de sociétés écrans luxembourgeoises et de registres cryptés. À l'aide d'un pointeur laser, elle exposa les signatures électroniques, les autorisations antidatées, les comptes miroirs. Elle démontra, avec une clarté assassine, comment Christophe et Nathalie avaient méthodiquement drainé plus de 70 millions d'euros de l'entreprise, des fonds en grande partie liés à des contrats d'état sensibles. Vous le comprenez donc, conclut-elle en se tournant vers le jury. Il ne s'agissait nullement d'un mariage brisé sous le régime de la séparation de biens. Il s'agissait d'une atteinte à la sécurité financière de l'État, orchestrée par pure cupidité et dissimulée derrière le masque d'un bonheur domestique de façade. L'atmosphère était électrique, mais maître Valmont y vit une brèche. Il s'approcha de la barre pour son contre-interrogatoire, affichant une compassion mielleuse et hypocrite. « Madame » commença-t-il, la voix dégoulinante de condescendance. Ce fut un récit remarquable. L'histoire classique d'une femme bafouée, ne diriez-vous pas? Je dirais qu'il s'agit d'une affaire d'escroquerie en bande organisée, rétorqua Éléonore sans cligner des yeux. Vous étiez enceinte de 7 mois. Vos hormones, il cracha presque le mot, devaient vous bouleverser. N'est-il pas vrai que vous étiez, de l'aveu même de votre meilleur ami, paranoïaque et obsédé par votre mari? J'étais obsédée par la vérité, maître Valmont. Mon état de grossesse n'est pas pertinent ici. Et mon ancienne profession n'est pas la vôtre. Vous n'aviez pas exercé depuis 2 ans. Vous étiez devenue mère au foyer. N'est-il pas exact que vous avez engagé une enquêtrice privée, Madame Séraphine Vance, dans l'unique but de piéger votre mari? De jouer le rôle de la maîtresse pour fabriquer des preuves? J'ai effectivement loué les services de Madame Vance, oui, répondit calmement Éléonore. Après avoir découvert que mon époux l'avait lui-même engagé pour monter un dossier d'infidélité contre moi afin d'annuler nos accords prénuptiaux, je me suis contentée de lui soumettre une contre-offre financièrement plus séduisante, mais surtout fondée sur la vérité. Quant au concept de piège, maître, on ne peut pas forcer quelqu'un à commettre un crime qu'il perpétue déjà allègrement depuis 2 ans. On ne peut que lui fournir les outils nécessaires pour qu'il s'expose lui-même à la lumière. Vous avez donc simulé votre propre disparition, tonna Valmont. Vous avez laissé un mot hystérique. Vous avez menti à la police. Vous avez dilapidé des milliers d'euros d'argent public pour financer cette vengeance théâtrale. Objection, s'écria le procureur. Je l'autorise, intervint le président en se penchant en avant. Répondez à la question, madame. Éléonore s'approcha du microphone. Je n'ai pas menti, monsieur. Je suis partie. J'ai soustrait ma personne et l'enfant que je portais d'un environnement toxique et dangereux. J'ai laissé un mot à mon mari qui, je vous le jure sous serment, était factuellement exact à 100%. Et je n'ai pas gaspillé les ressources de l'État. J'ai livré au commissaire Corbin un dossier pénal ficelé à 99%. Le côté théâtral, comme vous l'appelez, était l'unique moyen de contraindre un homme comme Christophe de Saint-Hubert, un homme persuadé d'être au-dessus des lois de la République, à commettre une erreur fatale. C'était l'unique moyen de le faire tomber dans le piège qu'il avait lui-même construit. Le piège, railla Valmont. Et quel était donc ce piège? Le disque dur. Celui que vous admettez avoir caché dans le coffre de la chambre du bébé. Maître, dit Éléonore, un mince sourire glacial étirant ses lèvres. Mon époux n'a pas été arrêté à cause d'une clé USB que j'aurais prétendument cachée. Il a été arrêté parce qu'au moment précis où sa vie s'effondrait, son tout premier et unique instinct a été de se précipiter dans son bureau avec sa complice pour accéder à des comptes illégaux contenant plusieurs millions d'euros. Il a été arrêté parce que sa cupidité était infiniment supérieure à son instinct de survie. Je ne l'ai pas piégé.
Je me suis contenté d'éclairer les barreaux de la cage qu'il forgeait lui-même depuis des années. Valmont garda le silence. Il n'avait plus aucune question. Le coup de grâce fut asséné le lendemain. L'accusation diffusa la vidéo. L'intégralité de l'enregistrement de la webcam cachée, déclenchée par la fameuse clé « pot de miel ». Le jury assista, fasciné et horrifié, à la décomposition des deux figures les plus puissantes de la start-up, sombrait dans une panique purement animale. Ils virent Christophe frapper violemment son bureau, ils regardèrent Nathalie hyperventiler. Ils l'entendirent hurler « C'est elle qui fait ça. Elle nous prend tout. » Ils entendirent le gémissement perçant de Nathalie, mon nom figure sur chaque document. Puis, ils observèrent l'écran scindé où le message préenregistré d'Éléonore, prononcé avec le vouvoiement le plus cinglant, expliquait en détail comment il venait scrupuleusement de s'autodétruire. À la fin de la vidéo, un silence de cathédrale recouvrit la salle d'audience. Le jury délibéra moins d'1 heure. Sur le chef de fraude en bande organisée, coupable. Détournement de fonds, coupable. Blanchiment d'argent, coupable. 24 chefs d'inculpation au total. Coupable. 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 Nathalie s'effondra comme une poupée de chiffon et dut être portée hors de la salle par les gendarmes. Christophe ne bougea pas. Il fixa, non pas le président, non pas son brillant avocat, mais Éléonore. Son visage ne portait plus la trace de la colère. Il était, pour la toute première fois de sa vie, vide. Il la voyait. Il la voyait vraiment, non plus comme une épouse, non plus comme une possession liée par un contrat de séparation de biens, mais comme l'architecte implacable de son anéantissement total. C'était un regard empreint d'une stupeur absolue. Il avait passé tant de temps à forger sa propre légende qu'il n'avait jamais pris la peine de lire les clauses en petits caractères. Éléonore se leva, lissa le revers de sa veste en tweed et quitta la cour d'assises, sans jamais regarder en arrière. La récolte du karma fut brutale et fulgurante. Christophe de Saint-Hubert, en tant que cerveau de l'opération et fossoyeur des deniers de l'État, fut condamné à 20 années de réclusion criminelle en centre pénitentiaire. Nathalie de Valois, malgré sa tentative désespérée de coopération de dernière minute, écopa de 12 ans. L'entreprise fut dissoute, ses actifs saisis par Bercy pour rembourser les contrats floués. L'imposant bâtiment de verre et d'acier fut mis sous scellé. Le nom de Saint-Hubert devint synonyme d'infamie. Quant à Maître Valmont, il fut par la suite inquiété par l'ordre des avocats pour ses méthodes de gestion de réputation, flirtant dangereusement avec la subornation de témoins. Éléonore revit sa sœur une ultime fois dans le parloir stérile du centre de détention. C'était Éléonore qui avait sollicité cette entrevue. Nathalie était assise derrière l'épaisse vitre en plexiglas, le visage bouffi et jaunâtre, les mains entravées. « Pourquoi es-tu là » murmura Nathalie d'une voix éraillée. « Pour te pavaner ? Pour me regarder souffrir ? » « Non, » répondit doucement Éléonore. « Je suis venue pour comprendre. Nous étions sœurs. » Nathalie laissa échapper un rire humide, qui ressemblait davantage à une quinte de tout brisé. « Sœur, tu as toujours été la plus brillante. La plus belle. La préférée de nos parents. C'est toi qui as eu la carrière éblouissante. C'est toi qui as eu. Lui. Il était mon mari, Nathalie. Et j'étais sa directrice financière, hurla-t-elle en frappant ses poings menottés contre la tablette. C'est moi qui faisais tourner cette boîte. J'ai créé les modèles financiers. J'ai sécurisé les investissements. Il m'a vu, lui. Il m'a dit que c'était moi, l'esprit brillant. Il m'a dit qu'une fois que tu serais écarté, nous pourrions être. Il t'a utilisé, Nathalie, l'interrompit Éléonore, tout le poids de cette tragédie pesant soudain sur ses épaules. Il s'est servi de ta jalousie maladive. Il s'est servi de ton talent. Il s'est servi de moi pour bâtir son empire, et il s'est servi de toi pour le piller. Nous n'étions que deux outils différents dans sa mallette. Il m'a aimé, pleura Nathalie, une larme traçant un sillon de crasse sur sa joue. Non, dit Éléonore en se levant. Il n'aime personne, pas même lui. Il n'aime que la victoire. Et à la fin, c'est la seule chose qui lui restera,
20 longues années passées à se rappeler qu'il a perdu. Adieu, Nathalie. Elle abandonna sa sœur à ses larmes, pleurant un homme qui avait déjà oublié son prénom, prisonnière d'une rancœur qu'elle avait nourrie toute son existence. Un mois plus tard, on frappa à la porte du nouvel appartement parisien d'Éléonore. C'était un sublime 2 pièces baigné de lumière, réchauffé par le joyeux chaos d'un nouveau-né, un tapis d'éveil, un chauffe-biberon, un mobile à moitié monté. C'était une vraie vie, pas une vitrine d'exposition. Elle ouvrit la porte, la petite Lily endormie contre son épaule. Le commissaire Bernard Corbin se tenait sur le palier, son chapeau élimé entre les mains. « Madame. Madame de Saint-Hubert, bredouilla-t-il, l'air emprunté. »« Commissaire, sourit-elle. Je vous en prie, entrez. Puis-je vous offrir ? Eh bien, j'ai de l'eau, ou du lait maternisé. Un verre d'eau ira très bien, merci. » Il pénétra dans le salon, sa carrure massive détonnant dans ce décor délicat. Il accepta le verre et but une gorgée, surtout pour se donner une contenance. Je suis venu pour clore officiellement le dossier de disparition inquiétante, dit-il avec un sourire en coin. Les lourdeurs de l'administration. Je l'apprécie, commissaire. Il balaya la pièce du regard, si loin du luxe clinique et froid de l'hôtel particulier où il l'avait cherché. C'est chaleureux ici. Vous avez bonne mine. L'enfant. Elle est magnifique. Merci, répondit Éléonore, la voix douce. Nous sommes heureux ici. Un silence légèrement gêné flotta dans l'air. Écoutez, madame, finit-il par lâcher, comme s'il s'en confessait. Je dois vous dire. Je suis flic depuis 40 ans. Quand j'ai mis les pieds dans cette maison, quand j'ai lu ce mot, j'avais déjà écrit l'histoire dans ma tête. La femme enceinte submergée par les hormones, le mari riche et volage, la dispute conjugale qui dégénère. En clair ? Je cherchais un cadavre. Je sais, dit doucement Éléonore. Je cherchais une victime, insista-t-il. Mais vous n'avez jamais été une victime, n'est-ce pas ? Vous étiez un sacré prédateur. C'est vous qui dirigiez l'enquête. Vous avez monté votre propre opération d'infiltration. Vous avez commis. Je ne sais pas, au moins une douzaine de délits pénaux. Effraction dans votre propre domicile. Dissimulation de preuves, entrave à la justice. Vous avez beaucoup de chance que le procureur ait été aussi clément. J'étais une mère, commissaire, répondit Éléonore, son regard plongeant dans le sien. Je n'étais pas un justicier masqué. Je protégeais mon enfant. Je ne pouvais pas aller voir la police. Je n'avais aucune preuve tangible. J'étais, comme vous le dites, l'épouse enceinte et hormonale. Christophe m'aurait pulvérisé devant les tribunaux avec ses avocats. Il m'aurait fait passer pour une déséquilibrée et m'aurait pris ma fille. La seule façon de gagner était de le laisser croire qu'il menait la danse. La seule façon d'obtenir justice était de le laisser se détruire lui-même. Corbin acquiesça lentement. Ce mot. Je pense sans arrêt à ce mot. Il extirpa de sa poche une copie froissée, celle du dossier d'instruction. C'est ça qui me hante, avoua-t-il. C'était parfait. Vous n'expliquiez pas pourquoi vous partiez. Vous expliquiez pourquoi vous restiez pour vous battre. Éléonore effleura le papier. C'est la chose la plus sincère que j'ai jamais écrite. Elle murmura, je vous ai vu. Il croyait que je parlais de l'adultère. Je voulais dire que j'avais vu sa véritable nature. Les feuilles Excel, les comptes offshore. La sociopathie. Je sais ce que vous êtes. Il croyait que je l'accusais d'infidélité. Je l'accusais de crime fédéral. Ne me cherchez pas. Il pensait que j'avais fugué. Je lui signifiais que la femme faible et brisée qu'il s'imaginait avoir épousée n'existait plus. Elle était morte. Ce bébé mérite mieux. Il l'a pris pour une menace. Ça n'en était pas une. C'était un plan d'action. Une promesse solennelle. La ligne directrice de chacun de mes actes. Corbin replia le papier et le glissa dans sa poche. Il contempla le bébé endormi au creux de ses bras. Eh bien, madame,
On dirait que le bébé a effectivement eu mieux. Ce fut un honneur, d'une manière assez terrifiante, je l'avoue, d'enquêter sur vous. Il sourit. Ne recommencez jamais. Je compte bien mener une existence mortellement ennuyeuse, commissaire. J'en doute, dit-il en effleurant le bord de son chapeau. J'en doute très fort. 6 mois plus tard, les parcs parisiens se paraient de la lumière dorée d'une fin d'après-midi. Éléonore de Valois était assise sur un banc, berçant doucement la poussette. Lily gazouillait, ses minuscules mains tentant d'attraper un jouet en bois. Chloé prit place à ses côtés, lui tendant un café. Bon, alors, le cabinet de conseil de Valois et Benson. Tu es sûre de ce nom? Éléonore laissa éclater un rire, un vrai rire cristallin qui illuminait ses yeux. C'est la perfection absolue. L'ironie est un régal. Utilisez mon nom de jeune fille, ce nom aristocratique que ma sœur a tant désiré salir. Je me le réapproprie, déclara-t-il en buvant une gorgée. Ça prouve qu'un nom n'est qu'un nom. C'est ce qu'on en fait qui compte. Et honnêtement, Benson et Saint-Hubert, ça faisait beaucoup trop ménagère. Chloé leva les yeux au ciel. Et notre première cliente, Madame Ducas? Elle a mordu à l'hameçon? Ce n'est pas un hameçon, Chloé, la reprit Éléonore, toujours souriante. C'est une femme au pied du mur. Son mari lui octroie 200 € par semaine alors qu'il planque des millions dans un trust sous le régime de la séparation de biens. Il est exactement comme Christophe, l'intelligence en moins. Alors, tu l'aides à créer son propre pot de miel? Je l'aide à réaliser un audit financier, corrigea Éléonore. Pro bono. Je lui apprends à décortiquer un relevé bancaire, à repérer une société écran et à bétonner un dossier pour son avocat. Je ne suis pas une justicière, dit-elle, reprenant les mots qu'elle avait servis à Corbin. Je suis juste une excellente experte comptable. Sérafina Vance avait été leur premier et unique investisseur. Elle avait adressé un chèque de 100 000 € au cabinet de Valois et Benson, accompagné de ce simple mot, pour les 10 prochaines femmes qui auront besoin de tout faire cramer. Appelez-moi quand vous aurez besoin qu'on enfonce une porte. Éléonore contemplait sa fille endormie, son visage respirant une paix infinie. Elle repensa à la vie qu'elle avait menée. L'hôtel particulier de verre et de froid, les berlines de luxe, l'homme vide de sens à qui elle s'était liée. Tout y était si factice, si bruyant. Ceci était bien meilleur. Ceci était vrai. Elle s'était volatilisée, oui. Elle avait repéré son mari avec sa sublime maîtresse. Et à cet instant précis, un choix s'était imposé à elle, s'effondrer, calculer. Elle avait choisi de calculer. Le mot sur la porte avait été la clé de voûte. Ce n'était nullement l'expression de son désespoir. C'était la facture salée de sa trahison. Ce n'était pas l'épilogue de son histoire. C'était la toute première phrase de sa véritable existence. Elle n'avait jamais été une princesse en détresse. Elle était experte comptable judiciaire. Et elle venait tout juste d'achever l'audit le plus crucial de sa vie. Elle avait équilibré les comptes. Et enfin, après tout ce chaos, sa vie était, pour la première fois, de manière claire et démontrable, dans le vert. Finalement, ce mot n'était pas le testament d'une victime. C'était la première page d'un manifeste. Éléonore de Saint-Hubert, redevenue de Valois, ne s'était pas contentée de disparaître. Elle avait exécuté un repli tactique magistral. Elle avait prouvé au monde entier que l'individu le plus dangereux n'est pas celui qui hurle, mais celui qui se prépare, qui observe dans l'ombre, et qui comprend intimement que l'information est l'arme absolue. Christophe et Nathalie avaient appris à leurs dépens que le karma n'est pas qu'une simple expression galvaudée. C'est la facture inéluctable de chaque trahison, délivrée dans son intégralité, avec les intérêts de retard. Ils pensaient bâtir un empire de verre et d'acier, mais ils n'avaient fait que forger les barreaux de leur propre prison. Éléonore et sa petite-fille étaient désormais en sécurité, témoignage vibrant qu'une vie nouvelle et authentique pouvait renaître, même des cendres de l'escroquerie la plus dévastatrice.